Mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à notre première session d'échange dans Rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement. Comme annoncé, nous avons recensé un certain nombre de questions. Je dirais même beaucoup de questions, pratiquement 1 millier de questions. Vous imaginez qu'avec toute la volonté du monde, répondre à plus de 1000 questions en une session pareille relève vraiment d'un parcours de combattant. Et donc, nous allons faire l'effort de synthétiser les questions par grands thèmes et y répondre du mieux que nous pouvons. Bien entendu, je voudrais rassurer ceux dont les préoccupations particulières ne seraient pas prises en compte qu'à l'occasion des sessions ultérieures que nous aurons, ils auront toujours le loisir de venir, ou comme beaucoup d'entre vous le font déjà, ceux qui m'écrivent directement sur ma page Facebook ou parfois même sur mon numéro, et autant que faire se peut, j'essaye d'y répondre. Donc nous allons pouvoir continuer ainsi. Cela dit, dans le lot de questions reçues, il y a M. Fagbedji Gildas qui voudrait savoir quel est l'état des relations entre le Bénin et la France. Au jour d'aujourd'hui, je peux lui dire que ces relations sont au beau fixe, comme avec tous les autres pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Les relations sont au beau fixe et il n'y a pas de nuages à l'horizon. Donc, il peut être rassuré. Je ne sais pas qu'est-ce qui fonde sa question, mais je peux lui donner cette assurance-là. Et puis, plus loin, on demande pourquoi, s'agissant de l'actualité sociale ou socio-économique, est-ce que nous regrettons la disparition de l'ONASA du fait de la situation des prix sur les marchés? C'est M. Paul Benouko. Je lui ai dit non. Il faut s'interroger d'abord sur pourquoi en sommes-nous arrivés à la disparition de l'ONASA. Simplement parce que l'ONASA, comme la plupart des entités publiques qui avaient été créées dans notre pays, était mal gérée. Et que, objectivement, il ne se justifiait pas, dans le contexte qui a prévalu à sa dissolution, il ne se justifiait pas donc de le garder, cet office-là. Quel était le rôle de l'ONASA? C'était de constituer des stocks tampons pour venir sur le marché en temps de soudure, éventuellement. La situation que nous vivons actuellement n'est pas liée à une soudure. Le marché béninois ne connaît pas de soudure en ce moment. La soudure suppose que les produits ne sont pas disponibles ou le sont en très petite quantité qui n'arrivent pas à satisfaire la demande. Or, grâce à la politique que nous avons mise en œuvre depuis 5 ans, l'agriculture béninoise est de plus en plus performante. Non seulement nous produisons des spéculations destinées à l'exportation, mais en plus, dans le domaine des produits vivriers, nous avons fait des pas importants. Et je vais dire ici en même temps, par rapport à quelques 2 ou 3 préoccupations que j'ai relevées plus loin, quand nous encourageons la production de karité, du cajou, du coton, en donnant des engrais spécifiques, nous encourageons aussi la production de vivriers en mettant à la disposition des agriculteurs les engrais qu'il faut. Et c'est ça qui fait que depuis 2018, notre pays est passé 2e producteur de vivriers dans l'espace UEMOA. Cela dit, la situation actuelle que nous vivons n'est donc pas due à une soudure éventuelle, mais plutôt à la forte spéculation liée, elle aussi, à la forte demande, à la forte pression que certains pays, certains exportateurs exercent sur la production nationale. Nous avons produit, même si l'année dernière, les pluies n'ont pas été à la hauteur des attentes, à la hauteur des prévisions, nous avons suffisamment produit de vivriers pour nourrir la population béninoise. Et c'est pour ça que j'anticipe ou je réponds en même temps à quelques autres préoccupations qui demandent qu'est-ce que le gouvernement a fait, est-ce que c'était suffisant de prendre la mesure que nous avons prise. C'est pour cette raison que, conscient de ce que les produits sont disponibles sur notre territoire, le gouvernement a pris une mesure forte indiquant qu'il est interdit les sorties incontrôlées de vivriers de notre territoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez même l'habitude d'exporter du maïs, du haricot, de l'igname, tous autres produits vivriers, dans le contexte actuel, vous devez montrer patte blanche plus que par le passé. On doit pouvoir s'assurer que les quantités que vous voulez sortir là sont compatibles avec les normes que nous venons de fixer parce que la priorité du gouvernement,
c'est de faire en sorte que les produits soient disponibles sur notre marché. Et quand je dis cela, il est important de dire, parce que nous allons tous sur les mêmes marchés, il est important de dire que un produit comme le maïs aujourd'hui, la mesure se prend au marché en moyenne 350 francs. 350 francs en moyenne. Le gari, nous sommes à 500 francs en moyenne. J'ai dit, comparaison n'est pas raison certes, mais j'ai dit, et c'est vrai, dans la sous-région, il y a des pays où la même mesure de maïs que nous prenons à 350 francs ici aujourd'hui se prend à 800 francs. Un de ces pays-là a toujours aujourd'hui l'équivalent de l'ONASA, qui dès le début de la situation a essayé de mettre son stock disponible sur le marché. Et si le maïs est à 800 francs là-bas et qu'il est à 350 francs ici, cela veut donc dire que l'ONASA en lui-même, l'office, n'était pas la solution. Encore que, au Bénin, tout en actant la dissolution, la disparition de l'ONASA, le gouvernement a continué à construire des magasins de stockage au profit de nos agriculteurs dans les communes productrices. À quoi servent ces magasins? Ces magasins sont destinés à accueillir la production ou la surproduction de la localité, des coopératives qui sont ainsi constituées pour leur permettre, en cas de soudure ou en cas de besoin avéré, d'injecter leurs produits sur le marché. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas en situation de soudure. Mais par ailleurs, ce niveau des prix s'explique aussi, en ce qui concerne notamment les produits importés, s'explique par les effets pervers de la pandémie de Covid-19 qui ont commencé à se révéler vraiment. Ces effets ont fait que, au plan mondial, les cours de certaines matières premières ont augmenté à telle enseigne que, après la transformation, il y a un surcoût que les importateurs et les exportateurs répercutent par la suite sur le consommateur final qui est obligé de payer un peu plus. Je vais m'arrêter ici pour dire tout de suite et lever tout équivoque. Dire que cette situation qu'on observe n'a rien à voir avec l'obligation qui est faite désormais dans notre pays à tous les opérateurs économiques d'avoir à délivrer des factures normalisées. Parce que certains ont pu amalgamer en disant oui, c'est parce qu'il y a l'obligation de délivrer des factures normalisées que les produits ont pris du prix sur le marché. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, d'autant que les machines destinées à cette facturation sont remboursées aux acteurs économiques. Elles coûtent globalement autour de 280 000 francs CFA. Mais lorsque vous les prenez, sur 3 ans, vous êtes remboursé. Et le chef de l'État et le ministre de l'Économie et des Finances ont été encore plus attentifs à la situation des toutes petites entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique qui, lorsqu'elles achètent cette machine, sont remboursées au bout d'1 an. Au bout d'1 an. Dès lors qu'on vous rembourse le prix de l'appareil, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un débout de trop que vous devez récupérer sur les populations. À la vérité, l'objectif de ces machines, c'est d'assurer une meilleure traçabilité de la comptabilité de toutes les entreprises, tous les contribuables, afin que la TVA qui est collectée sur chaque Béninois et qui est destinée à l'État aille effectivement dans les caisses de l'État plutôt que de rester dans les caisses privées ou dans les poches des opérateurs économiques. Si certains en sont à augmenter leur prix aujourd'hui, cela postule 2 choses. Soit, de tout temps, ils ont prélevé la TVA sans la reverser à l'État et se sont accoutumés à la pratique que, en prélevant cette TVA et la gardant, cela fait partie de leur patrimoine. Et donc, aujourd'hui, pour ne pas perdre ce qu'ils ont pris l'habitude d'encaisser sur le dos des populations, ils génèrent un surcoût qu'ils imputent aux populations qui, de fait, se trouveraient à payer doublement donc la TVA au profit de ces personnes. Ça, c'est la réalité qu'il faut considérer. Et ainsi, on aura levé tout équivoque en ce qui concerne l'obligation qui est faite de délivrer des factures normalisées. Et surtout, pour vous convaincre davantage de ce que cela n'a pas de coût, vous savez, à côté des machines de facturation, l'administration des impôts a mis en place une plateforme digitale dont l'adresse est www.e-mecef-mecef.impôt au pluriel sans accent.bj. Sur cette plateforme-là, vous pouvez aller créer votre compte et générer vos factures normalisées directement de là et donc sans rien payer. Vous voyez bien que
si c'est remboursé d'une part la machine et si la plateforme est gratuite pour délivrer les factures, il n'y a aucun surcoût que l'administration des impôts vous génère du fait de l'utilisation ou de la délivrance des factures normalisées et par conséquent, il n'y a pas de raison de créer de charges inutiles aux consommateurs en augmentant les prix ici et là sous prétexte que l'on est obligé de délivrer des factures normalisées. Et enfin, il faut bien dire que la TVA qui est collectée sur les consommateurs, c'est une taxe qui est destinée à l'État. Et chaque entrepreneur, chaque opérateur économique le sait très bien. Ceux qui collectent sans reverser sont en infraction et cela ne saurait continuer longtemps. Alors, quelle autre préoccupation on peut aborder? J'ai parlé de la question des prix parce qu'il y avait une question sur le hautement social. On a demandé quelles sont les dispositions prises pour le développement du secteur agricole en République du Bénin, M. Pascal Kenhuegbe. En dehors de ce que je viens d'expliquer, qui fait que l'agriculture béninoise est rentrée dans un cercle vertueux de production de plus en plus amélioré. Si vous considérez le programme 21-26 qui a servi de base à la campagne du président Patrice Talon, vous observerez que l'agriculture est un domaine important de ce qui va être mis en œuvre sur les années à venir. C'est ainsi que l'État prévoit d'aménager 500 000 hectares, de promouvoir de grandes cultures et de rétrocéder à des particuliers ces espaces aménagés aux fins de leur gestion, quitte à rendre compte après à l'État en payant un minimum pour l'exploitation des terres qui seront mises à disposition. L'État favorise également l'accès au crédit aux promoteurs agricoles. Aujourd'hui, dans notre pays, si vous voulez installer une usine de transformation agricole, grâce au FNDA, vous pouvez avoir du crédit à taux zéro. À taux zéro. C'est donc une façon d'aiguillonner la production agricole, une façon d'encourager nos compatriotes. Et pour ceux qui suivent particulièrement les informations, l'actualité, vous avez dû noter que les derniers conseils des ministres ont pris des décisions importantes en ce qui concerne le domaine agricole, dont, par exemple, les études qui ont été commanditées récemment pour 12 000 hectares déjà de terres à aménager autour de certaines vallées de notre pays, la vallée du Mono, la vallée de l'Ouémé, par exemple, pour ne citer que celle-là. C'est déjà un signal fort que l'État donne, que le gouvernement donne de ce que l'agriculture sera au cœur de notre action. Et dans le même temps, si on survole le domaine de l'enseignement technique, vous verrez également que l'une des dernières décisions prises, c'est dans le domaine de l'enseignement technique, la promotion des lycées techniques agricoles. Et en même temps, les études lancées pour faire de ces lycées techniques agricoles modernes à venir de véritables incubateurs économiques, des centres intégrés où l'on apprend, mais aussi où l'on produit et où la production est commercialisée pour faire vivre le centre. Tout ça donne le ton de ce que l'agriculture sera effectivement au cœur du mandat à venir parce que nous tenons non seulement à ce que les Béninois se nourrissent bien, mais aussi à ce qu'il y ait suffisamment de production pour être exportée. Et c'est parce qu'il y en a déjà aujourd'hui à une certaine hauteur que la pression dont je parlais tout à l'heure s'exerce sur la production nationale parce que ceux qui viennent ici se rendent compte que, oui, on produit de mieux en mieux. Figurez-vous, par exemple, et j'en aurais fini, que notre manioc est prisé parce que nous faisons du gari. Le gari qui se vend aujourd'hui au Bénin, je l'ai dit tout à l'heure, à 500 francs à la mesure, pas loin de nous, dans un pays voisin, la même mesure est vendue 900 francs CFA, voire plus. Dans ces conditions-là, lorsque quelqu'un vient voir le producteur béninois et lui propose de lui prendre son gari à 600 francs ou 700 francs la mesure, lui, au regard de la marge supplémentaire qu'il peut faire, il peut être amené à céder. Et c'est aussi pour cette raison-là donc que nous avons mis ce contrôle en place. Et ce contrôle a commencé à montrer son efficacité, puisqu'en quelques jours, nous avons arraisonné des dizaines de camions et des milliers de sacs de céréales qui sortaient du pays, estimés à quelques milliers de tonnes de ces produits qui seraient partis s'il n'y avait pas ce contrôle-là. Et plus il en sortirait, moins il y en aurait sur le territoire et davantage le besoin se ferait sentir. Voilà donc pourquoi il était pertinent pour le gouvernement de prendre cette mesure et de faire en sorte que la production nationale serve effectivement à la consommation nationale, quitte à ce que après l'excédent
puissent être évacués vers l'extérieur et que nos producteurs se fassent un peu d'argent aussi. Et M. Herman Akaba demande qu'est-ce que le gouvernement pense faire pour que les éleveurs ne ravagent plus les champs des agriculteurs. C'est une préoccupation fort pertinente. Et là aussi, un récent Conseil des ministres a annoncé la création du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Et par la suite, nous avons procédé à la nomination du Haut Commissaire lui-même titulaire de cette charge. Parce que nous avons réfléchi depuis quelques années en observant les dégâts causés par la transhumance transfrontalière sur nos agriculteurs et même leur domaine. Nous avons pensé qu'il fallait aller beaucoup plus loin que les mesures d'urgence qui ont été prises jusque-là, d'où la solution envisagée est la sédentarisation des éleveurs. Et nous allons promouvoir des élevages modernes où les semences, le fourrage sera produit et livré sur place. Les bêtes vont pouvoir sur place croître normalement, prendre du volume, comme cela se fait dans certains pays qui, depuis des années, sont sortis des méthodes artisanales d'élevage pour en arriver à cette modernisation. Donc cela est en cours. Le haut commissaire à la sédentarisation des éleveurs aura notamment pour mission de discuter avec les acteurs, de leur expliquer le bien fondé de cette mesure-là, d'obtenir leur engagement, à l'accompagner, et nous avons foi que, ce faisant, dans quelques années, nous aurons commencé à changer les pratiques afin que l'agriculture, l'élevage au Bénin se développent davantage et enrichissent de plus en plus leurs acteurs. Monsieur Romino Sadiq, Roland ADN, Prudence Yahicha, un certain nombre qui parle de la réalisation du projet Pipeline Bénin-Niger et demande à quand son démarrage effectif. Ça, c'est une question qui me permet de revenir sur la question de la cherté des prix parce que vous voyez, c'est lié. Et tout est déjà en place. Le ministère, avec la société, ils ont lancé la plateforme pour procéder au recrutement. Mais aux dernières nouvelles, ça n'a pas encore démarré parce que, justement, le surcoût que la COVID-19 a généré sur certaines matières premières a dû renchérir les prix. Et pour le moment, pour les dernières informations que j'ai, la société procède aux ajustements qu'il faut afin de pouvoir enfin lancer la réalisation concrète de son projet. Monsieur Rachad Aremou voudrait savoir ce qu'il adviendrait des bouteilles de gaz Sonacop après la restructuration de la société, les mesures qui ont été prises. Je peux lui dire que c'est une question qui n'est pas étrangère au gouvernement. Quand on a fait le point à l'occasion de cette restructuration, il est apparu qu'un peu plus de 50 000 de ces bouteilles sont aujourd'hui disponibles sur le territoire et qui représentent à peu près 800 millions de cautions versées par les détenteurs à la Sonacop SA. Bien, la question c'est sur les bouteilles. Et comme je viens de vous donner une idée précise du nombre disponible, vous devez vous convaincre de ce que donc cette question a été prise en compte par le gouvernement. Les discussions se poursuivent avec les structures qui ont postulé et qui ont eu les lots qui ont été faits. Et le moment venu, quand une décision formelle va être actée en ce qui concerne le sort de ces bouteilles, elle sera évidemment portée à la connaissance de l'opinion. Monsieur Clément Atoun voudrait savoir pourquoi, bien que la santé de notre économie soit parfaite, à la fin de chaque mois, le gouvernement va sur le marché régional pour des emprunts obligataires. C'est une question un peu tendancieuse, parce que ce n'est pas à la fin du mois qu'on va sur le marché régional. À tout moment, on peut y aller. Et j'imagine que vous avez, vous, suivi peut-être une échéance ou deux qui sont tombées sur des fins du mois. Mais non, le ministère de l'économie et des finances au Bénin aujourd'hui est dans la proactivité. Il observe le marché, il voit les périodes favorables qui peuvent permettre au Bénin de faire des actions rentables, c'est-à-dire aller emprunter aux taux les plus compétitifs. Et j'aime à dire que quand on fait les prêts, la vraie question qu'il faut se poser, c'est non sur l'opportunité des prêts, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Or, ce qu'on en fait aujourd'hui, les Béninois voient très bien que, en dehors des ressources qui sont mobilisées à l'intérieur et qui sont de plus en plus positives, il y a ce que nous relevons à l'extérieur, les emprunts obligataires
comme les appuis de nos partenaires au développement, les Béninois voient donc que ces ressources servent effectivement à bâtir le pays, à faire le développement. Combien de secteurs, combien de départements de notre pays ne sont pas impactés par les œuvres de développement lancées par le président Patrice Talon depuis 5 ans? Il y a à l'origine de ces réalisations aussi bien les ressources intérieures que celles que nous mobilisons à l'extérieur. Et donc, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et je voudrais rassurer ici aussi pour dire que vous avez le sentiment, M. Aremo, que nous levons beaucoup d'argent sur le marché. Mais je veux vous rassurer de ce que, à cette date, le Bénin est encore largement en dessous du seuil d'endettement fixé par la communauté. Ensuite, chers amis, vous êtes un certain nombre à élever en préoccupation les questions sur les aspirants. Il y en a vraiment un certain nombre qu'on peut regrouper puisque toutes tendent à savoir quel est le sort des aspirants que nous avons déployés dans les écoles et pourquoi. Ça, c'est l'occasion pour expliquer à nouveau le bien fondé de cette démarche. Vous savez, lorsque, à la rentrée 2019-2020, on a décidé de déployer les aspirants, aussi bien au primaire qu'au secondaire, c'est parce que la rentrée venait d'avoir lieu et les constats, quelques semaines après, étaient qu'il y avait encore de nombreuses salles de classe sans enseignants. Malgré les efforts qui ont été consentis jusque-là, aussi bien par les anciens gouvernements que celui en place, il y avait encore au Bénin, à la rentrée 2019-2020, de nombreuses salles de classe où les enfants n'avaient pas d'enseignants face à eux. Le devoir de l'État, le devoir du gouvernement, c'est de faire en sorte que chaque enfant du Bénin, où qu'il se trouve sur le territoire national, ait accès à l'éducation parce que c'est un droit. Mais pour la satisfaction de ce droit, il ne suffit pas de se rendre dans une école. Il faut encore, en plus des salles de classe disponibles, qu'il y ait les enseignants. Et face à l'urgence, le gouvernement a pris la mesure de la situation et a donc décidé de recourir à ce système que nous avons dit de l'aspiranat, qui consiste à mettre des enseignants qui ne sont pas encore des enseignants pleins parce qu'ils n'ont pas été recrutés comme tels, mais des gens qui ont la vocation, qui ont le profil et qui ont passé les tests que nous avons organisés pour évaluer les niveaux de compétences. Donc, on a déployé effectivement à peu près 30 000 aspirants primaires et secondaires cumulés. Après, oui, les préoccupations, c'est quand est-ce qu'on va avoir 12 mois de salaire parce que jusque-là, c'est 9 mois sur 12. D'abord, nous avons, en mettant ce système en place, entendu améliorer la pratique et le sort de ceux qui étaient logés comme vacataires dans nos écoles secondaires. À ce niveau-là, nous avons défini donc une rémunération minimale qui fait la moyenne un peu de tout ça. Et nous avons décidé effectivement que sur toute l'année scolaire, les 9 mois de l'année scolaire seront payés. Même si au cours de la première année, du fait de Covid, nous avons quand même payé 1 mois supplémentaire à ces enseignants du secondaire notamment. À l'occasion de diverses rencontres, les secrétaires généraux confédéraux ont proposé au gouvernement, ont demandé au gouvernement de faire des efforts allant dans le sens de la satisfaction d'une doléance des acteurs de l'aspiranat, c'est-à-dire payer les 12 mois sur 12. Le gouvernement a indiqué à travers le chef de l'État que la question serait étudiée. À ce jour, nous n'avons pas encore tranché. Il n'y a pas de décision actée en ce qui concerne la possibilité de payer les 12 mois sur 12. Ça reste une perspective. Ce n'est pas exclu qu'on y arrive. Mais dans l'immédiat, nous avons essayé, au cours de cette année déjà, d'améliorer la donne en mettant, en plus de ce qui a été pratiqué l'année d'avant, nous avons mis en place cette fois-ci l'assurance, la sécurité sociale. Et tout cela, c'est pour dire que tant que nous avons la possibilité d'améliorer la pratique, nous le ferons. Et si demain, les conditions sont remplies pour que les aspirants aient 12 mois de salaire sur 12, c'est avec beaucoup de plaisir aussi que le gouvernement se ferait le devoir de mettre à disposition les dotations qu'il faut pour leur permettre d'avoir ces 12 mois. Et donc, nous serons tous attentifs à la réflexion
aux travaux en cours qui vont indiquer le modèle à suivre, comment procéder pour arriver à cette destination heureuse que chacun souhaite, aussi bien les aspirants que l'État lui-même. Après, il faut bien tenir compte de ce que l'État, il a le devoir d'être disponible pour tout le monde, de gérer rationnellement ce que nous avons, à l'effet de satisfaire les attentes de toutes les couches de la population. Et pour rester dans le domaine de l'éducation, M. Alain Dosso demande pourquoi dans les collèges, les garçons payent la scolarité et les filles ne payent rien. Les deux sexes n'ont-ils pas les mêmes droits? L'évolution de la tendance dans notre pays à un moment donné a amené à la décision politique, mais pertinente, de promouvoir l'éducation des filles en faisant en sorte qu'elles restent le plus longtemps dans le système éducatif. Les différentes études, les observations qui ont été menées avaient conduit au constat que beaucoup de parents, du fait des moyens limités qu'ils ont, préféraient envoyer les garçons à l'école le plus longtemps possible, cependant que les filles devaient y aller le moins de temps possible et ensuite rentrer à la maison, aider les parents ou alors aller se marier au plus tôt. C'est une décision politique majeure qui avait été prise et que le gouvernement du président Patrice Talon continue à mettre en œuvre parce que nous la jugeons pertinente, non pas que nous n'avons pas les mêmes droits. Et puis vous devez noter, M. Dossou, que même à l'occasion de la révision de la Constitution, nous avons dit que quoique l'homme et la femme soient égaux, la loi peut faire des aménagements spécifiques en faveur de la promotion de la femme. Cela rentre un peu dans ce registre-là, même si c'était déjà antérieur à cette révision de la Constitution, mais il est utile que nous ayons des femmes béninoises bien instruites, bien formées, qui ne s'arrêtent pas au CI, au CE1, en CM2, et qui, dès l'âge de 14-15 ans, peuvent être données en mariage ici ou là. Plus la femme étudie, plus elle reste dans le système éducatif, moins vite elle va se retrouver épouse et mère, et mieux cela vaut aussi bien pour la société que pour l'économie de façon spécifique et pour les femmes dans leur ensemble. Donc c'est plutôt une belle manière d'encourager l'éducation des filles et je suis convaincu que vous, Alain Dossou, vous n'avez rien contre l'éducation de nos filles, de nos sœurs, de nos femmes, afin que demain, dans notre pays, le Bénin, nous puissions avoir davantage de femmes instruites, davantage de femmes qui contribuent à l'essor de notre pays. Pour rester toujours dans le domaine de l'éducation, j'ai M. Koué Saint-Expédie et M. Jacques Adjakpa qui posent des questions relatives au programme spécial d'insertion dans l'emploi, parce que cela parle de la formation à l'emploi. Et ils demandent, après plusieurs entretiens au PSIE, on ne dit rien en retour malgré la preuve de compétences reçue dans les lycées agricoles. Et ils demandent de mettre il se plaint de ce que l'on mettrait trop de politique dans le recrutement. J'ai noté que, et vous aussi certainement, M. Koué, que à l'occasion des recrutements effectués par la structure qui coordonne la mise en œuvre du PSIE, des entretiens publics ont eu lieu, face caméra parfois. On regroupe les entreprises, les recruteurs, et on regroupe les candidats aux différents postes demandés par ces entreprises et des entretiens publics ont lieu. Il me semble que ce serait très compliqué à qui voudrait frauder dans ces conditions-là de le faire. Je ne sais pas quelle expérience particulière vous avez vécue, ce que vous avez relevé comme reproche au mécanisme, mais je peux vous assurer que notre ambition, notre action, c'est de faire en sorte que la transparence qui prévaut dans les concours de recrutement prévale également là et les efforts qui sont faits convergent effectivement à cela. Et M. Adjakpa voudrait savoir quel est le point aujourd'hui. Je rappelle que le PSIE a pour ambition de positionner 2000 jeunes béninois diplômés dans les entreprises publiques ou privées par an afin qu'ils aillent se faire de l'expérience, qu'ils apprennent pour se faire la main, pour entreprendre ou alors pour être recrutés. Compte tenu des profils pointus qui sont demandés par les entreprises, aujourd'hui, sur la première année, on n'a pas encore réussi à atteindre les 2000, malgré la disponibilité des ressources et du programme, mais à cette date, plusieurs centaines de jeunes béninois ont pu
ainsi être positionnés dans des entreprises aussi bien privées que publiques et sont en train de faire leur expérience. De temps en temps, la coordination du PSIE fait le point. J'ai déjà vu, moi, des immersions dans les lieux où ces jeunes sont employés pour voir comment ils s'émancipent, comment ils contribuent à la vie de l'entreprise, et tout cela est plutôt positif et prometteur quant à l'avenir de ce programme. Dans tous les cas, nous voulons qu'ils contribuent effectivement à renforcer les capacités de nos jeunes, à les aguerrir pour les rendre de plus en plus aptes, soit à l'emploi, soit à l'auto-emploi. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à un tel programme, promouvoir de plus en plus de jeunes, leur donner la main pour qu'ils se prennent en charge ou qu'ils remplissent les conditions pour être recrutés. Monsieur Barthélémy Fachola, sur notre plan, demande à quand le démarrage effectif de l'électrification rurale promise par le gouvernement. En fait, cela n'a jamais été arrêté. L'ABERM est le bras armé du gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre de l'électrification rurale aux côtés du ministère de l'Énergie. Lorsque, en 5 ans, on a porté le taux de production de notre énergie de 0 à 60% des besoins et que nous mettons le cap sur 2023 pour atteindre les 100%, l'engagement, c'est de faire en sorte que l'énergie électrique soit disponible partout dans le pays, dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les chefs-lieux de communes, afin que les populations qui font la demande puissent avoir l'électrification à domicile. Et donc, cela ne s'est jamais arrêté. Au contraire, ça se poursuit de plus belle. Et notre engagement, c'est de pouvoir impacter de plus en plus de Béninois grâce aux efforts qui sont faits. Monsieur Nathanaël Mermoz voudrait savoir quel est le délai accordé aux populations pour l'achat des poubelles homologuées. Il n'y a pas de délai. Les poubelles homologuées sont promues par la Société de gestion des déchets solides dans le Grand Okoué. Et il demande si le prix de 25 000 francs CFA ne pourrait pas être revu à la baisse. J'ai déjà dit que le prix de 25 000 francs n'est pas une imposition. Ça, c'est le prix des poubelles que la société elle-même met à disposition. Pour le modèle qu'elle a trouvé, pour la qualité de poubelle qu'elle a trouvée, c'est le prix. Et il se fait que sur le marché béninois actuellement, aussi bien à Dantokpa, à Saint-Michel que dans les grandes surfaces, vous ne trouverez pas le même modèle de poubelle moins cher que ça. Il y a d'autres modèles. Dès lors qu'elles rentrent dans les conventions, elles conviennent à ce que la société demande, si vous les avez moins chers, vous pouvez les prendre et personne ne vous ferait un procès pour cela. Il faut juste noter qu'il n'y a pas d'obligation par foyer d'avoir cela. Vous pouvez être 5 foyers dans une maison, 5 ménages dans une maison et décider de prendre une poubelle de 25 000 au moins, au plus, que vous mettez devant votre maison parce qu'elle convient au standard que la société demande. Vous pouvez être 3 ménages dans la maison et prendre une poubelle. Vous pouvez être dans une rue, 100 ménages, et vous organiser pour avoir 60-70 poubelles disposées à des endroits qui les mettent en position telle que toutes les maisons puissent y avoir recours. Donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre la démarche et cela aussi peut favoriser le meilleur vivre ensemble, la mutualisation des moyens ici et là, et tout cela participe de la cohésion sociale que nous appelons de tous nos voeux dans notre pays. Monsieur José Américo de Campos parle de la nuisance sonore nocturne et orchestrée par diverses structures et se demande si la brigade spécialisée ne peut pas faire quelque chose parce qu'elle n'aurait pas assez de moyens. Non. Je crois déjà que par rapport à cela, si vous avez pris l'habitude de porter plainte, puisque vous parlez de brigade spécialisée, il faut continuer à le faire. La première attitude citoyenne attendue de vous en tant que victime de ces nuisances, c'est de les dénoncer à l'autorité compétente. C'est de faire en sorte que les auteurs soient interpellés, interrogés et qu'il leur soit demandé d'arrêter de nuire à la quiétude des autres. Et donc ça, si vous le faites et que d'aventure vous n'avez pas satisfaction, je considère que c'est peut-être le cas, c'est pour ça que vous remontez. Nous, notre devoir sera d'alerter les structures compétentes pour leur demander d'être encore plus attentives à ces préoccupations qui peuvent émerger à un moment ou à un autre. Monsieur Gaël Gaffrea
demande pourquoi nous avons opté pour la construction de 10 000 logements dans le même périmètre, s'il n'aurait pas été plus intelligent de les disséminer dans plusieurs quartiers. Je dois lui dire que ces choix résultent d'études qui ont été faites et aussi de disponibilité d'espace mis à disposition par les mairies, les communes contactées. Et Abomey-Calavi a pu donner de l'espace qui permet aujourd'hui de faire ces 10 000 logements, un peu plus même. Mais il faut aussi dire que ces logements à Wedo, c'est une ville dans la ville que nous créons. C'est une véritable cité moderne qui peut inspirer après aussi d'autres modèles dans d'autres communes à la diligence de l'État ou de partenaires privés qui pourraient s'inspirer vraiment de ce qui aura été réalisé à Wedo, dont on commence à voir aujourd'hui, au regard de ce qui émerge, ce que cela promet d'être en termes d'architecture, en termes de standing. Donc il ne faut pas se plaindre de ce qu'il y a eu 10 000 là et plus. En ce que d'ailleurs, au-delà de Wedo, dans d'autres communes, que ce soit à Parakou, à Porto Novo, à Lokossa, à Natitengu, nous avons prévu des domaines. Les communes ont mis à disposition de l'espace pour accueillir un certain nombre de logements. Et donc, tout ça fait que l'ensemble du pays va être impacté. Après, il reste que, comme je le dis, à Wedo, c'est une cité que nous créons pour faire une ville dans la ville, avec toutes les commodités requises. Et je suis persuadé que quand vous irez voir cette cité vers le moment de la livraison, vous serez tenté d'y habiter. Et vous serez tenté de faire les efforts qu'il faut pour acquérir un de ces logements et vous dire « Ah, mais je n'y avais pas cru au départ. Avec ce que je vois là, je suis convaincu qu'ils ont eu raison de faire cette cité-là. » Monsieur Bienvenu Dagba demande quelles sont les dispositions nécessaires prises par le gouvernement afin d'éviter les inondations répétées. Monsieur Dagba, si je vous envoyais faire une expérience dans la ville de Cotonou, dans celle de Porto Novo, Parakou, Natitengu, Lokossa, Abomey, Oboïkon, Semekpodji même, si je vous envoyais faire l'expérience de sillonner aujourd'hui les artères qui ont été asphaltées, les trajets qui ont bénéficié du programme asphaltage, vous reviendrez me dire que vous avez observé qu'il n'y a pas d'inondation. Cela met en perspective ce qui vient. Et nous avons dit que d'ici 2026, Cotonou, Porto Novo et Parakou seront totalement assainis. Cotonou bénéficie d'un programme spécial, le programme d'aménagement pluvial de Cotonou, le PAPC. Quand nous allons faire ça, avec les collecteurs qui vont être réalisés, avec les rues à pavés, en plus du programme asphaltage dont la phase 2 va venir, on dit qu'à Cotonou, presque toutes les rues auront été revêtues. Déjà, donc, si vous faites le constat aujourd'hui, vous voyez que nous avons un plan structurel pour lutter contre les inondations, éloigner les affres des inondations des populations, pas seulement à Cotonou, mais dans les autres villes aussi, qui vont bénéficier de programmes d'assainissement pluvial. Et donc, c'est vous dire que cette préoccupation est bien prise en compte par le gouvernement, que les études ont été menées, les investissements sont en cours, et dans quelques années, nous pouvons avoir le loisir de constater que effectivement, les inondations d'envergure auront disparu de notre quotidien. Et vous demandez, vous, Monsieur Willis Stéphane, pourquoi les policiers et douaniers continuent de toujours raqueter les pauvres citoyens, notamment à l'aéroport de Cotonou. Si vous avez connaissance de ces cas-là, remontez-les. Le gouvernement a pris des mesures dès 2016 pour décourager la pratique. Et ce que tout le monde observe aujourd'hui, la grande majorité des Béninois, y compris des étrangers qui passent chez nous, c'est que les vertus sont de plus en plus de retour, sont au cœur de l'action de la police républicaine et de la douane béninoise. Vous avez vu vous-même sans doute plusieurs fois des policiers béninois se comporter en gentlemen sur nos voies, aider quelqu'un qui tombe en panne. Il y en a même à qui l'on tend de l'argent et qui refusent. Il y en a qui ont fait des procès à des citoyens qui leur ont tendu de l'argent en vue de les corrompre. Il se peut effectivement, comme vous dites, qu'il subsiste encore quelques cas de gens qui se mettent en travers de ces normes-là, de ces consignes. Si vous êtes victime, vous dénoncez à qui de droit et puis la question va être prise en compte. Dans tous les cas, vous le savez désormais qu'au Bénin,
c'est tolérance zéro à la corruption et à ces succédanés, c'est tolérance zéro à ce genre d'actes qui nuisent à la bonne image de notre pays. Parce que si vous avez pu être victime, des étrangers aussi pourraient en être victimes et cela ne participe pas à consolider la bonne image que nous sommes en train de construire et de donner à notre pays. Monsieur Irénée Agundo demande c'est quand le retour des exilés politiques, s'il en existe vraiment, heureusement que lui-même il dit s'il en existe vraiment. Non, sans faire polémique, je vais dire que le Bénin, c'est le pays de tous les Béninois. Tous les Béninois sont bienvenus chez eux. S'il y en a aujourd'hui qui sont à l'étranger, pour une raison ou une autre, qui se considèrent comme exilés ou en déplacement, le Bénin c'est chez eux. À tout moment, ils sont attendus dès lors qu'ils sont prêts à vivre suivant les règles de la République et à se comporter en citoyens. Tous les Béninois sont bienvenus dans leur pays. Alors, il y a quelques questions relatives au RAVIP, à l'ANIP et au passeport. Ici, il ne faut pas amalgamer. Et quand on a fait le RAVIP, on a annoncé les cartes biométriques. Les cartes biométriques, il y a celles qui sont destinées aux Béninois pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes, lesquelles doivent être prises en charge par l'État dans le cadre du programme Assurance pour le renforcement du capital humain. Ceux-là n'ont pas à payer leur carte parce que l'État va la leur générer. Mais vous et moi, qui avons accès aux réseaux sociaux, qui avons un peu plus de moyens que les autres, nous devons acheter, faire confectionner notre carte. Beaucoup de citoyens béninois ont commencé à le faire. L'ANIP s'emploie à le faire. Et au début, les cartes étaient commandées, mais aujourd'hui, les équipements ont commencé à être mis en place, qui vont être déployés même dans des communes pour que les cartes soient produites sur place. Et donc, je veux rassurer tous ceux qui se plaignent qu'il va y avoir de plus en plus de célérité aussi dans la confection et la délivrance de ces cartes-là. Et puis sur la question de la réalisation du recensement pour les Béninois de tel pays ou de tel autre pays, nous avons déjà quand même fait quelques opérations, notamment au Nigeria, pour recenser nos compatriotes qui sont là-bas. Et il est prévu aussi que des kits soient envoyés dans des représentations diplomatiques pour procéder à ce recensement. Dans tous les cas, le recensement initial, ce qui a été fait entre 2017 et 2018, c'est le recensement initial. Après, c'est un recensement permanent. Vous êtes béninois de l'étranger. Si, en temps vous arrivez au pays que vous ne l'aviez pas fait, vous pouvez aller vous faire recenser. Si vous êtes dans votre lieu de résidence et que les kits arrivent, vous pouvez vous faire recenser. Donc, il n'y aura pas de limite. Personne ne sera forclos pour se faire enregistrer et être dans la base de données des citoyens béninois. Et puis, sur la question des passeports, oui, c'est une problématique qui préoccupe actuellement parce que, à un moment donné, il y avait un partenariat entre l'État et un prestataire privé, un béninois. L'économie de ce contrat a été rompue, pas du fait de l'État, et nous avons décidé au niveau du gouvernement de parer au plus pressé pour faire en sorte que le service soit toujours rendu à nos populations. Il va sans dire que pendant ce temps, nous avons observé quelques flottements, mais là également, les équipements commandés ont commencé à être mis en place et je crois que sur les semaines à venir, la situation va s'améliorer. En ce qui concerne particulièrement les Béninois de l'étranger qui ont des pièces arrivées à échéance, donc expirées, là aussi, la question a été discutée et le chef de l'État a donné des instructions aux ministres concernés par la préoccupation afin que des solutions soient apportées à nos compatriotes qui se retrouvent dans la situation parce qu'on sait qu'il n'est pas du tout agréable d'être à l'étranger et de n'avoir plus de pièces administratives, ne pas pouvoir sortir de chez soi, parfois même ne pas pouvoir aller travailler. Cela est très embêtant et les orientations du chef de l'État ont été assez claires pour que les ministres concernés par la question fassent tout possible pour le faire. Je vais profiter ici pour dire que parce que nous avons commandé du matériel qui a commencé à arriver, au plan interne, nous avons même envisagé, et cela va se faire, de faciliter un peu plus la tâche à nos compatriotes, donc de rapprocher notamment des populations du septentrion, qui, à l'occasion souvent du pèlerinage à la Mecque, sont obligés de faire de longues distances, parfois comme ceux qui sont à l'étranger, les Béninois de l'extérieur, pour venir se faire établir le passeport. Un dispositif va être positionné à terme
au niveau de Parakou ou toute autre ville du Septentrion, mais a priori Parakou, pour rapprocher les services des populations afin de leur faciliter également la tâche à ce niveau-là. Alors, Monsieur Willis Stéphane demande où est-ce que nous en sommes de la construction de l'hôpital de référence. Alors, Monsieur Stéphane, je ne sais pas si vous êtes au Bénin, si vous êtes à l'étranger, et si vous êtes au Bénin, si vous habitez Calavi ou une autre commune de notre pays. Dans tous les cas, vous verrez bien, si vous ne prenez pas devant ce chantier, qu'il avance. Il avance comme tous les autres grands chantiers qui ont été lancés depuis quelques années. Et dans 3 ans au plus, vous allez voir l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi fonctionnel. Donc, vous pouvez être rassuré qu'il est en bonne voie. Et puis, une autre question qui fait actualité, oui, le fameux dossier ANAT. Effectivement, vous avez suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi et vous avez noté que pour une grosse part, il était consacré à l'audit réalisé au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. Les résultats de l'audit sont assez édifiants sur les pratiques qui ont pu se développer au sein de cette agence sur les dernières années. Mais le plus important à retenir, c'est que désormais dans notre pays, l'on peut être convaincu que cette tolérance zéro à la mauvaise gestion. Le chef de l'État a dit pendant sa campagne que, en plus de nos libertés et de la démocratie, nous devons défendre quelque chose acharnément, c'est la bonne gouvernance. Ce qu'il s'est passé et dont le Conseil des ministres a rendu compte mercredi contrevient aux normes de bonne gouvernance et c'est pour ça aussi que les décisions hardies ont été prises, à savoir les sanctions administratives et disciplinaires contre les mises en cause, mais aussi, en perspective, dans l'immédiat, les sanctions judiciaires, ce qui explique l'interpellation de certaines personnes déjà placées en garde à vue qui vont répondre aux mesures d'instruction pour que les responsabilités soient situées. Mais je crois que ce dossier est aussi le bienvenu pour montrer à tous ceux qui en doutaient encore qu'au Bénin, votre position politique, votre appartenance politique ne peut pas être un parapluie pour échapper à la reddition de comptes. Les personnes mises en cause sont en place depuis quelques années sous le régime de la rupture et ce qui leur est reproché étant assez grave, la justice est saisie, le dossier est transmis et elles répondront de leurs actes. Cela prouve bien que la démocratie fonctionne au Bénin, que la justice fonctionne et que donc plus de place à l'impunité, plus de place à la mauvaise gouvernance. Il faut que chacun se le tienne pour dit que consécutivement à l'engagement du chef de l'État, la lutte continuera d'être implacable contre la mauvaise gouvernance et les prévarications de toutes sortes. Bien évidemment, cela doit faire la pédagogie pour que tous ceux qui sont en situation de responsable, gestionnaires de ci ou de ça, se disent que les projecteurs des audits peuvent être braqués sur eux à tout moment. Et comme on n'est jamais prévenu, et lorsque les plaintes remontent au chef de l'État ou au ministre de tutelle, l'inspection générale du ministère, l'inspection des finances peuvent être déployées à tout moment pour aller vérifier la gestion de tel ou tel responsable. Et donc, chacun doit faire l'effort d'accompagner le chef de l'État dans la dynamique de la bonne gouvernance afin que les ressources publiques, les efforts de nos compatriotes qui sont dans les coins les plus éloignés de notre pays, que ces efforts produisent effectivement les fruits auxquels ils sont destinés. Et pour cela, il faut que nous gérions au mieux les ressources qui sont collectées. Vous avez dû relever les montants évoqués dans le compte-rendu de l'audit. Imaginez ce que chaque Béninois, dans chaque village, dans chaque hameau, apporte comme contribution à la mobilisation de ressources publiques. Et imaginez que quelques personnes seulement essayent de s'accaparer une partie de ces ressources mobilisées. Cela ne saurait passer désormais impuni. Et c'est pour ça que ces décisions fortes, encore une fois, ont été annoncées et la justice diligemment fera également son travail, situer les responsabilités et sanctionner les fautifs, tout en relâchant ceux qui n'auraient rien à se reprocher dans ce dossier. Voilà un peu pour aujourd'hui. Nous avons fait un peu plus d'1 heure, sinon 1 heure d'entretien. Et comme je l'ai dit au début, il aurait été difficile de répondre
aux milliers de questions recensées, nous avons essayé, en tenant compte des grandes thématiques identifiées, d'apporter des réponses. Et évidemment, comme nous n'avons pas pris toutes les questions, nous ne pouvons pas dire non plus que nous avons satisfait à toutes vos attentes. Bien entendu, c'est un rendez-vous mensuel. Et une prochaine fois, d'autres questions émergeront. Nous répondrons du mieux que nous pouvons chaque fois. Et donc, merci à vous pour la compréhension et rendez-vous dans un mois.